Soyez les bienvenus sur Média TV Afrique. Ravi en tout cas de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous parlons de ce canal de délestage sur la langue de Barbarie. C'est dans la région de Saint-Louis, au nord du Sénégal. En octobre 2003, la ville de Saint-Louis allait être engloutie par la montée des eaux du fleuve Sénégal. Il fallait donc rapidement trouver une solution pour sauver la ville et des vies humaines. C'est ainsi que les autorités ont pris la décision de créer un canal de délestage sur cette langue de Barbarie, cette brèche en tout cas de 4 mètres au départ. C'est beaucoup élargi, changeant du coup les caractéristiques biophysiques de la zone. La brèche a réorienté le flux des eaux saumâtres dans des zones humides intérieures. Cela a également provoqué la salinisation croissante des terres, jadis propices au maraîchage. Le phénomène a également entraîné la disparition des villages de Dounbabadjey et Cœur Bernard. Aujourd'hui, on en parle. Quelles sont les implications d'un tel phénomène et comment le freiner exactement? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Babacar Fall. Il est environnementaliste. Monsieur Fall, bonjour à vous. Bonjour madame. Mais je rappelle qu'avant d'aller dans le vif de cet entretien, nous allons d'abord visionner ce reportage de Daouda Sow et Sanoussi Hassani qui se sont rendus à Saint-Louis du Sénégal pour ensuite revenir sur ce plateau avec notre invité dans la seconde partie. Je vous propose de suivre ce reportage. Saint-Louis du Sénégal, une région située à plus de 258 km de Dakar, l'actuelle capitale. La ville est sur la côte nord-ouest du Sénégal. L'ancienne capitale sénégalaise, jusqu'après l'indépendance, est bien connue pour son mythique pont Faidherbe qui relie l'île au continent. L'édifice porte le nom de l'ancien administrateur colonial, le général Louis Faidherbe. Connue pour son architecture ancienne, ses édifices coloniaux, la ville de Saint-Louis est une île porte océane de l'Afrique occidentale. Cette bande de terre est aujourd'hui insérée entre les deux bras de l'embouchure du fleuve Sénégal. Elle abrite aussi des lacs, nappes et autres cours d'eau. Cette cohabitation n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Saint-Louis donc était menacé par les inondations. Alors les autorités qui étaient là étaient alarmées. Donc la seule solution urgente qu'il fallait mettre en place, c'était donc de créer une communication entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. Donc pour évacuer le trop-plein d'eau vers la mer. À l'époque, en 2003, l'ouverture n'était que de 4 mètres. Mais aujourd'hui, nous parlons de kilomètres. Ça fait au moins plus de 7 kilomètres au sud. Là où nous sommes présentement, c'était un lac très poissonneux. Nos parents y travaillaient et s'en sortaient très bien. Mais actuellement, avec la brèche, la pêche n'est plus ce qu'elle était. Pour ces pêcheurs, leur vie n'est plus comme elle était avant 2003. À cette date, une importante crue du fleuve avait inondé la ville. Afin d'évacuer vers la mer l'eau qui la paralyse, un canal de délestage de 4 mètres de large a été ouvert dans la langue de Barbarie, à quelques kilomètres au sud de Saint-Louis. Depuis, que de désagréments la situation a causé, avec des activités au ralenti, voire à l'arrêt. Chacun tente d'assurer sa survie. La vie que nous menons ici est très difficile, surtout pour nous les chefs de famille. Surtout si tu n'as pas une autre activité parallèle à cumuler avec la pêche. Avant l'ouverture de la brèche, il y avait des poissons d'espèces estuariennes qui remontaient le fleuve Sénégal, donc qui passaient par le parc à la recherche d'eau saumâtre pour pondre. Mais depuis l'ouverture de cette brèche, donc, les poissons, notamment les mulets, ne passent plus par le parc, mais plutôt par l'embouchure artificielle.
qui est devenue plus profonde et plus poissonneuse. Donc, il y a eu une forte salinité qui s'est installée. Sur la plage de Tessiner, village de pêcheurs où habite Maktar, ces pères de famille, tous d'un âge avancé, y passent leur journée. Face à l'embouchure, il ne leur reste plus que leurs yeux pour contempler et leur mémoire pour se rappeler la belle époque avant l'ouverture de la brèche. ci jamono yi nga xamante ni booba barrage bi ñëwagu fi brèche bi ñëwagul booba ndox mu neex bi bu ma saan jógee ci di ñëw ba ci embouchure bi dafay am période bu nga xam ndox mu neex la ñu am bu demee ba nga xamante ni ndox mu. Avant que la brèche ne soit ouverte, nous avions de l'eau douce à flot. À chaque fois qu'il y avait une crue du fleuve, nos terres étaient bien irriguées par de l'eau douce. Si le fleuve se retire, on pourrait tranquillement faire du maraîchage et avoir une bonne moisson. Il n'y avait même pas besoin d'arroser abondamment, la grue s'en chargeait à notre place. De 4 mètres à son ouverture, cette brèche s'est aujourd'hui élargie de plusieurs kilomètres, devenant la nouvelle embouchure du fleuve Sénégal, une décision prise dans l'urgence, mais qui a finalement causé d'importants dégâts environnementaux, tels que la salinisation des terres cultivables causée par l'intrusion du buseau salé. On ne peut plus faire du maraîchage ici à cause de la salinisation de nos terres. Cela n'est pas juste sur le bord du bras du fleuve, mais aussi à des kilomètres de là. Les agriculteurs sont obligés de se déplacer toujours plus loin pour cultiver. Une situation difficile sur le plan social. Les temps sont durs maintenant pour nous. Nous, les personnes âgées, n'avons plus d'activité. Nos enfants non plus n'arrivent pas à trouver du travail. C'est pourquoi ils sont obligés de s'engager dans l'émigration clandestine vers l'Europe pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce qui pousse beaucoup de pères de famille vivant de la pêche et du maraîchage à une retraite anticipée ou leurs enfants à l'aventure vers d'autres terres plus prometteuses. Nous n'avons pas les mêmes moyens que les grands producteurs pour financer un forage pour pouvoir faire de l'agriculture. C'est pourquoi notre situation est délicate. Du côté de la commune de Ndiabène-Gandiol, des terres ne sont plus cultivables comme avant, mais les populations s'adonnent à une autre activité. Il s'agit de l'extraction du sel. Une activité pratiquée par les dames pour la plupart avec des moyens rudimentaires. Elles piochent, remplissent les récipients avant de les transporter à quelques mètres où sont formés des tas du grain blanc. Le bras de mer est parfois rempli jusqu'à ce niveau où nous sommes debout. Quand l'eau tarit, ça laisse la place au sel que nous venons extraire. Tout autour, il y avait des champs de légumes, mais avec la forte teneur en sel des terres, ce n'est plus possible. Ces dames sont dans l'extraction du sel, faute de trouver mieux. Leur travail ne marche plus comme avant, ce qui a poussé Fatou à abandonner ce travail. Maintenant, il n'y a plus que quelques personnes qui restent dans l'extraction du sel. Beaucoup ont abandonné cette activité, faute de marché pour écouler le produit. Ndiké, pour sa part, habite à quelques kilomètres de là, à Mbumba, un autre village du Gandiolé. Avant, il gagnait bien sa vie dans l'agriculture. Mais actuellement, pour mener à bien la culture de la terre, il leur faut faire plusieurs kilomètres loin des terres et des eaux salées.
Avant, il nous suffisait juste de creuser 5 à 6 mètres de profondeur pour trouver de l'eau douce pour le maraîchage. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Il faut avoir des moyens financiers suffisants pour creuser des forages de 10 à 15 mètres. Et tout le monde ne peut pas se permettre cela. La crue du fleuve ne s'est pas juste limitée à freiner des activités génératrices de revenus, mais elle a aussi rayé de la carte des villages comme Keur Bernard et Doune Baba Dièye, ce dernier cité à l'époque dirigé par cet homme. Avec le temps et l'ouverture progressive de la brèche de la langue de Barbarie, les populations de Doune Baba Dièye ont été contraintes de quitter leur village, le laissant aux eaux. Kër yi commencé daanu depuis 2009 kër yi commencé yàqu jàpp 2011 kër yi commencé yàqu métti ku sa kër daanu rek nga génn dem wuti solution. C'est en 2009 que les maisons ont commencé à être submergées par les eaux à Doune Baba Dièye. Les choses se sont accentuées en 2011. Progressivement, les familles ont commencé à quitter le village. C'est pourquoi certains se sont installés à Bountoundour, d'autres à Bambara. Mais la plus grande partie loge ici à Doune 2. Parce que sur les 900 personnes que comptait le village, seuls 375 sont restés. Heureux que l'eau ait pris tout notre village sans faire de pertes en vies humaines. Comme j'ai une certaine expérience, à chaque fois j'informais à l'avance les familles concernées. Aujourd'hui, avec ces populations, ils se sont installés à l'autre bord de la rive, sur des terres baptisées Doune 2. Ici, ils tentent de se refaire une vie. À Doune 2, nous avons repris l'agriculture et la pêche. Et chacun d'entre nous tente de gagner dignement sa vie. Mais actuellement, Doune Baba Dièye, tel un sphinx, renaît de ses cendres après avoir été englouti par les eaux. Il y a quelques années, le village revit. Le maraîchage y est repris. Alhamdoulilah, les eaux sont retirées et le maraîchage a repris à Doune Baba Dièye. Nous passons la journée à travailler dans les jardins et potagers pour ne revenir à Doune 2 que le soir. Mais aucune famille n'y est retournée pour vivre parce que je l'aurais interdit. Si nous y retournons sans avoir un pont qui lie Doune Baba Dièye à Doune 2, cela peut occasionner des risques. Pour faire face à ces phénomènes naturels, le reboisement est de rigueur, ce qu'ont compris les femmes de Mouit, un village du Gandiolé, mais aussi Ahmed Sendiagne, le chef du village de Doune 2. Parce que am na ay ñax yu nga xam ni soo leen composé day stabiliser suuf muy 3 espèces. J'ai reboisé une bonne partie du village de Doune Baba Dièye. J'ai tout d'abord usé de certaines astuces pour fixer le sol avant d'y planter plusieurs hectares de pieds de filao. J'ai été soutenu dans cette mission par le ministère de l'Environnement, des organisations non gouvernementales et autres organismes étrangers. Chaque année, je reboise 30 hectares de mangroves et 4 hectares de bandes de filao. Wa ministre de l'environnement ñëw nañ fi wa partenariat ñëw na fi ñom ñoo mujj ñëw ñom ñëw nañ fi parce que ñom attiré lañ fi ñëw ba légui fi may waxee ni chaque année dinaa def 30 hectares mangrove dinaa def lu mat 4 hectares bande de filao pour mën construire suuf si mu taxaw. Nous, femmes de Mouïd, avons reboisé bénévolement notre village avec des mangroves. D'abord pour nous protéger de l'avancée de la mer, de la salinisation des terres et préserver notre environnement, surtout notre parc de la langue de Barbarie. Maintenant, cela nous a été bénéfique, d'autant plus que certains poissons viennent y pondre. Des fruits viennent aussi s'y accrocher, ce qui constitue des activités génératrices de revenus pour les femmes que nous sommes. La ville de Saint-Louis est construite sur une île de l'estuaire du fleuve Sénégal. À cet endroit, le fleuve longe la côte vers le sud et n'est séparé de l'océan que par une mince flèche de sable. À cet effet, 9 crues majeures ayant provoqué des inondations dans la cité
ont été recensés au XIXe siècle. Le problème étant complexe et nécessitant des moyens financiers importants. 15 millions d'euros sont attendus de l'Agence française de développement pour sauver Saint-Louis du Sénégal de la submersion. À cela s'ajoutent 30 millions de dollars promis par la Banque mondiale. Voilà, les impacts sont énormes, notamment par rapport à cette brèche, mais les populations essaient de survivre quand même. On va en parler, je le disais tantôt, nous avons l'honneur de l'accueillir à M. Babacar Afal. Vous êtes environnementaliste, mais également, vous avez eu à travailler beaucoup sur les questions de l'érosion côtière, c'est ça? C'est ça, madame. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, moi, je suis géologue de formation et spécialisé un peu sur les questions d'érosion côtière, où on a eu à intervenir un peu le long du littoral sénégalais pour voir un peu l'acuité de cette problématique-là, qui est assez générale le long de la côte sénégalaise, depuis Saint-Louis jusqu'au Cap Skirring. Donc, ce phénomène d'érosion côtière est bien présent. Alors, en dehors de ça aussi, au niveau national, j'interviens un peu sur les questions liées à l'adaptation au changement climatique et je coordonne le groupe des experts sénégalais qui travaillent sur, sur l'adaptation. J'ai eu à coordonner un peu la contribution du Sénégal pour l'accord de Paris et puis d'autres documents également. Et donc, c'est avec un énorme plaisir que je viens ici sur vos plateaux pour essayer d'en discuter un tout petit peu. Récemment, vous avez été à Saint-Louis, vous avez vu de visu la situation, mais notamment la complexité de ce phénomène aujourd'hui. Quelles sont les implications dans tel phénomène? Alors, effectivement, on a été à Saint-Louis au mois de juillet, je pense, si ma mémoire est bonne, avec une équipe de cabinet hollandais pour faire un peu le suivi de quelques paramètres. Et essayer de voir un peu la dynamique au niveau de la brèche et puis un peu plus globalement au niveau de la langue de Barbarie. Mais j'avoue qu'en fait, c'est un phénomène pas assez simple à cerner, compte tenu de la complexité et de la multiplicité des facteurs qui interviennent en même temps. Il faut noter que ce n'est pas une mince affaire. Cette brèche a quand même créé pas mal de répercussions, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, mais les effets les plus visibles sont plutôt biophysiques, c'est-à-dire en plus, un peu comme on l'a vu à Dounbabidje, de la végétation qui disparaissait et autres, mais aussi, disons, de la destruction de certaines infrastructures telles que les maisons et autres. Mais il y a aussi certains effets qui ne sont pas visibles, en fait c'est des impacts évolutifs, comme le phénomène de la salinisation des terres et le phénomène de l'intrusion du gazeux salé. Je pense que votre collègue en a parlé. Oui. Très bien, voilà. Donc les phénomènes sont assez multiples. Aujourd'hui, vous parlez de complexité, mais également on parle de cette brèche qui ne s'arrête pas de s'élargir. Quels sont les risques, notamment environnementaux, pour les populations aux alentours? Les risques environnementaux, on l'a vu dans le reportage, en réalité, ces populations ne survivent que sur la base des moyens d'existence de leur terroir. Or, aujourd'hui, il se trouve que le phénomène d'érosion côtière qui survient à ce niveau compromet grandement, disons, à la pérennisation ou à la durabilité de l'exploitation de ces ressources. On voit bien qu'en fait, il change complètement de pratique pour changer à d'autres. Les agriculteurs, les pêcheurs et autres sont obligés de changer disons, de moyens de production ou de subsistance, ce qui n'est pas tout à fait évident pour disons, une population dont les capacités ne sont pas assez grandes. Donc, disons, les impacts sont là, mais aussi il faudrait voir dans quelle mesure on peut assister ces populations qui sont un peu désœuvrées de par la perte progressive de leur support de subsistance. Cette brèche fait rentrer en tout cas prématurément de l'eau salée dans les terres agricoles. Aujourd'hui, vous l'avez dit, cette activité, on l'a dit aussi dans le reportage, les activités maraîchères en tout cas ne peuvent plus se faire sur certaines terres de la zone. Oui, c'est des impacts économiques en tout cas et agricoles assez graves. Absolument, absolument. En fait, c'est souvent lié, c'est des chaînes d'impact.
Très souvent, le premier niveau, c'est biophysique, et puis quand la terre, le support de la production est affecté, et puis toutes les activités qui sont menées au niveau de cette terre-là s'en trouvent affectées, et même on peut aller au-delà, si vous voulez, jusqu'à des questions de santé d'ailleurs, de malnutrition. La brèche, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que la langue de Barbarie jouait un rôle de barrière naturelle. Il a expliqué en termes, disons, empiriques, en disant que quand l'eau douce venait, en réalité, le fleuve Sénégal est un cours d'eau douce, ce qui fait qu'en période de lâcher avec le barrage de Diamant, il y a quand même une arrivée d'eau douce qui permettait un peu la pratique. Et cette barrière aussi liée à la langue de Barbarie ralentissait, on ne va pas dire arrêter, mais ralentissait un peu l'avancée de la langue salée. Mais aujourd'hui, avec cette brèche-là, c'est carrément comme un couloir, en fait, une autoroute qui permet un peu à tous ces phénomènes de survenir en même temps, et c'est ce qui accélère un peu ce phénomène-là. On se rappelle, c'était une décision d'urgence, en tout cas à l'époque, c'était en 2003, pour régler un problème. Aujourd'hui, comment vous appréciez de telles décisions d'urgence qui, au lieu de régler un problème, finalement, en créent d'autres plus graves? Oui, alors, à chaud, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est simplement, dans l'immédiat, on aurait peut-être cru qu'on apparaît à une situation. Mais sur le long terme, on se rend compte qu'en fait, on a créé plus de dégâts qu'on en a réparé. Alors, sur le court terme, on a certes réglé un problème d'inondation, mais compte tenu disons, de ce chapelet d'impacts qui se sont survenus, disons, sur in situ, c'est-à-dire au lieu même de l'ouverture de la brèche, et puis en arrière-pays par rapport aux villages, aux activités qui sont affectées, on se rend compte qu'on a certes réglé un problème d'inondation, mais on en a créé plusieurs d'autres. Alors, la réflexion qu'on pourrait apporter, c'est que en réalité, il faut quand même un minimum disons, de recherche pour comprendre un peu avant d'agir, parce qu'une fois déclenchés, ces processus sont très difficiles à arrêter. Aujourd'hui, quelle est la solution? Est-ce qu'il faudrait penser à faire des études même avant de prendre de telles décisions à l'avenir? Absolument. Ça a été, à mon avis, la côte a sa spécificité. En fait, c'est un environnement très fragile compte tenu un peu de sa situation, disons. C'est ce qui fait que déjà, de manière naturelle, le phénomène d'érosion est présent. Donc, il faut éviter toute activité qui puisse amplifier ce phénomène-là ou le déclencher. Ce qui suppose quand même un minimum d'évidence scientifique pour comprendre ce qui se passe et afin de pouvoir parer en cas de difficulté. Mais si on agit sur l'urgence sans tenir compte un peu de ce soubassement scientifique, souvent on est rattrapé par nos actes et puis ça met du temps pour réagir compte tenu de toutes les répercussions que ça peut apporter. Ça peut faire énormément de dégâts et les coûts pourraient quand même être exorbitants. Aujourd'hui, les conséquences sont là, les impacts sont là. Est-ce qu'il y a une solution, en tout cas assez durable, pour résolver ce problème de la brèche de Saint-Louis? Je ne veux pas être pessimiste ou alarmiste. Je ne vais pas dire qu'on ne peut pas, mais compte tenu de la nature même, disons, de l'endroit où cette brèche a été ouverte, je rappelle que c'est un cordon dunaire sableux, il n'y a que du sable, c'est difficile de trouver un support, un substrat dur. Et si on veut stabiliser, il va falloir forcément mettre des ouvrages durs qui puissent stabiliser un peu le rivage. Et ça risquerait d'être extrêmement coûteux, sans garantie de durabilité. Donc oui, on peut initier des actions, mais quelle va être la garantie sur la durabilité et le coût que cela devrait coûter aux autorités? Quelles sont les études qui devraient être faites, notamment sur ce plan, pour au moins, si ce n'est pas à long terme, mais au moins avoir pour quelques années, au moins permettre à ces populations de vivre en attendant? Oui, il faut juste voir les paramètres maritimes, parce que là, en fait, c'est lié un peu à un problème de dynamique, d'hydrodynamisme. C'est lié en plus du courant des marées, mais le courant des marées étant très faible au niveau de nos côtes. Donc c'est plus les courants, les houles, c'est-à-dire les vagues et les courants de houle qui sont, disons, à l'origine un peu du déplacement, des échanges sédimentaires qui surviennent et qui sont à l'origine un peu de ces
de ces environnements. Si vous avez fait attention lors du reportage, on a montré juste le début du creusement de la brèche et vous vous rendez compte que tout de suite après, vous avez tous les sédiments qui étaient aux abords ont commencé à s'effondrer et c'est exactement comme ça, c'est un phénomène qui va à vitesse réelle. Ça n'a pas besoin de 10 ans pour constater, c'est à vue d'œil. Si vous êtes sur le terrain, vous constatez qu'à chaque amplitude de houle, qu'à chaque déferlement, vous avez un mouvement qui s'opère, un recul. Et ça ne va pas être facile, mais quand même, étudier le climat de houle, la direction des courants, la bathymétrie, c'est-à-dire un peu la morphologie des fonds, et essayer de voir un peu quelle structure est plus adaptée pour freiner un peu cette énergie qui nous provient de la mer et qui va peut-être, avec beaucoup de chance, réduire, je ne dirais pas arrêter, mais réduire un peu ce qu'on est en train de vivre sur la brèche. En tout cas, merci à vous, Monsieur Babacar Fall, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que c'était tout pour ce numéro de Croissance Verte où on parlait de cette brèche de la langue de Barbarie qui a été ouverte en 2003. Merci de rester fidèle au programme de Média en TV. C'est pour ce numéro. Rendez-vous et puis prochainement. Au revoir.